vais commencer. OK, parfait. Je te laisse la... C'est bon, on peut commencer. Alors, bonjour. Bienvenue à notre atelier qui s'intitule « L'univers narratif, les cerfs-volants de Kaboul, de la lecture multimodale à l'écriture transfictionnelle ». Alors, je me présente. Je suis Nathalie Lasselle, professeure au département de didactique des langues de l'Université du Québec à Montréal. Et j'ai travaillé en collaboration dans le cadre d'une recherche sur la lecture et l'écriture multimodale d'univers narratif avec Nathalie Duchesne, qui est ici présente et qui va co-animer l'atelier avec moi aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je te laisse te présenter. Bon, parfait. Alors, je suis Nathalie Duchesne. Pour ma part, je suis une enseignante en français en 4e secondaire, donc depuis quand même quelques années. Et ça fait 2 ans que je travaille le roman, entre autres, Les cerfs-volants de Kaboul, avec le projet donc Trans, duquel on vous parlera. Mais ça fait quand même quelques années que je collabore à des recherches, justement, avec le groupe de Nathalie à l'UQAM, puisque je suis une ancienne étudiante de là-bas. Voilà. Donc, je vais vous faire un peu le plan de la présentation. Donc, le titre de la recherche, c'est le projet Trans. Alors, vous allez voir pourquoi je vais souvent utiliser ce préfixe pour désigner les différentes opérations, en soi cognitives ou sémiotiques, qu'on fait réaliser aux élèves dans le cadre du projet. Alors, je vais vous présenter la problématique, les objectifs, le cadre conceptuel et théorique qui nous a servi d'assise à l'élaboration du matériel, du dispositif didactique, le dispositif lui-même et le contexte, en fait, des différentes recherches exploratoires qui ont été menées depuis plusieurs années. Puis, Nathalie vous présentera 7 recherches exploratoires sur les cerfs-volants de Kaboul, donc l'univers narratif, les documents, les consignes, les réactions, des extraits de transfiction des élèves, et nous ferons un retour sur le dispositif à partir de questions que j'ai posées dans une forme de dialogue avec Nathalie sur la réalisation donc, de cette expérimentation. Peut-être que je pourrais juste préciser que le roman Les cerfs-volants de Kaboul, la BD ou roman graphique, ainsi que la pochette du film sont disponibles. On pourrait peut-être les faire circuler. Il y en a quelques-uns à qui j'ai eu la chance de le dire tout à l'heure, mais ça pourrait être une bonne idée s'il y en a qui veulent jeter un œil. Donc, toute l'idée de ces recherches part du fait que les pratiques de lecture actuelles des jeunes, mais aussi, en fait, c'est un phénomène qu'on observe dans la société, tendent à suivre une logique souvent commerciale qui nous amène, par exemple, à s'intéresser à des romans, à des films, des romans, des blogs, des séries, pour mieux progresser dans un jeu vidéo. Ou à l'inverse, on voit qu'il y a des jeunes qui vont prolonger leur expérience de la lecture d'un roman à travers les différentes adaptations, transfiction, BD, des expériences plus télévisuelles ou sur des expériences plus interactives sur des plateformes de jeux vidéo ou la consultation de blogs. Donc, c'est un phénomène qui existe, qui est très documenté, et Jenkins, qui est un chercheur donc, qui s'est penché sur ce phénomène, dit qu'on est dans une situation où il y a une convergence à la fois technologique et culturelle et commerciale qui peut certainement être récupérée par l'école. Donc, c'est un peu l'idée derrière l'amorce de cette problématique. Donc, comment favoriser, finalement, la question que je me pose depuis des années, depuis toutes les années pendant lesquelles j'ai travaillé sur la lecture multimodale, l'écriture multimodale et les univers narratifs. Donc, comment favoriser l'appropriation d'univers narratifs? Et un univers narratif, en fait, c'est le roman et tous ses dérivés, toutes ses transpositions. Donc, ça peut être... je vais vous donner des exemples, là, mais... parfois, c'est le roman qui est à l'origine de l'univers, mais parfois, c'est le jeu vidéo qui va amener d'autres formes de fiction. C'est ce qu'on appelle aussi maintenant des univers transmédiatiques, mais le transmédia est particulier, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Je pourrais éventuellement donner des ateliers dans les prochains congrès sur l'hypermédia, le multimédia et les univers transmédiatiques. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'en tenir à l'univers narratif où on est davantage du côté des adaptations. Donc, proposer comment favoriser donc l'appropriation d'univers narratifs par des lecteurs adolescents en proposant des parcours de lecture, écriture de textes narratifs écrits, mais aussi multimodaux.
et guider ces parcours à l'aide d'une démarche didactique qui est fondée sur la connaissance des stratégies qu'on mobilise quand on met les élèves en situation de lecture d'un roman, mais aussi de jeux vidéo, de jeux de table en lien avec cet univers-là, et des romans graphiques et des bandes dessinées. Donc, en recherche, maintenant, même si on comprend mieux les processus et les compétences qui sont propres à la lecture d'un multitexte, et là, je vous ai donné une feuille sur laquelle j'ai mis des définitions parce qu'il y a plusieurs nouveaux termes qu'on utilise parce qu'on veut nommer des réalités qui sont là, mais qui n'ont pas de termes spécifiques et qui sont difficiles parce qu'au Québec, si on dit texte, automatiquement, on renvoie à l'écrit. Hein? On n'est pas habitué de penser qu'un film est un texte, par exemple. Alors, on a utilisé le mot multitexte. C'est plus facile pour nous, c'est plus facile avec les élèves aussi. Et la définition est la suivante. Le multitexte met en jeu divers modes. Alors, ça peut être les images, le texte, le son. Et ils vont prendre différentes formes, sous forme de BD, romans graphiques, films, jeux vidéo ou ce qu'on appelle en ce moment la littérature augmentée, littérature enrichie par le mouvement, par le son. Donc voilà, c'est ce qu'on a. Alors, si je reviens à ma définition, même si on comprend mieux les processus et les compétences qui sont propres à la lecture de multitexte, il faut développer des stratégies d'enseignement-apprentissage de la lecture multimodale, aussi de l'écriture, mais je vais moins en parler aujourd'hui. Là. Ça pourrait être l'objet d'une prochaine présentation, puisque j'ai beaucoup travaillé aussi avec les élèves l'écriture multimodale. Donc, en situation de classe qui s'appuie sur les avancées théoriques qu'on est en train de développer grâce à des enseignants comme Nathalie qui participent aux recherches. Alors, c'est quoi la compétence multimodale? Alors, elle vise la capacité à lire et à communiquer en combinant efficacement l'écrit, l'image et le son sur différents supports médiatiques. Vous avez les définitions sur la feuille qu'on vous a distribuée. Alors, dans la foulée donc, des recherches des dernières années sur comment didactiser, donc comment développer un savoir sur l'enseignement et l'apprentissage de la lecture multimodale, et des textes multimodaux, les multitextes en l'occurrence, nous nous sommes intéressés donc au développement par des élèves de niveau primaire et secondaire de compétences en lecture multimodale. Alors, plus largement, ce qu'on essaie de faire, donc quand je dis on, c'est une équipe. Hein, je travaille principalement avec Jean-François Boutin, qui est de l'Université du Québec à Rimouski, Campus Lévis, et avec Monique Lebrun, qui est professeure émérite à l'UQAM, au département didactique des langues. On a d'autres collaborateurs, mais ce sont les deux avec lesquels nous avons fondé le groupe de recherche en littératie médiatique multimodale, litmedmod.ca. Vous avez ici à l'écran l'adresse du site sur lequel se retrouve un très grand nombre de ressources à la fois théoriques et didactiques. Donc, plus largement, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de contribuer à l'élaboration d'une didactique qui va tenir compte de la nature des multitextes. Donc, c'est fait comment un jeu vidéo? C'est fait comment un roman graphique? Comment sont construits ces récits-là en combinant des modes? Comment l'image vient prendre le relais du texte, ou comment l'image est ancrée dans le texte, ou comment il y a redondance. Alors, comment sont articulés les différents modes d'expression? Et là, on essaie de voir, bien, en connaissant davantage la textualité, donc la manière dont ces textes-là, comme on a l'expertise de le faire avec le texte écrit, donc à partir du moment où on connaît mieux comment ces textes-là sont organisés, sont structurés, on est en mesure de travailler sur des processus de lecture et d'écriture qui sont spécifiques à ces textes-là. Alors, c'est un peu tout ce qu'on a essayé ce sur quoi on a travaillé, donc la nature des multitextes et les modalités spécifiques à leur appropriation. Donc, comment je m'approprie, comment je peux lire un film à partir de ce que je connais de comment le film est construit. Ça va? Et puis après, les langages et après les codes. Donc, il y a différentes compétences à développer. Voilà les compétences. Donc, ça fait plusieurs années que nous travaillons. C'est sûr que là, c'est résumé. Si vous voulez avoir le détail, vous pouvez aller sur le site. Donc, on s'est rendu compte que lorsqu'on travaillait les compétences multimodales, on avait 4 niveaux de compétences. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est en rouge. Okay? Donc, les combinaisons des langages. Mais si on voulait faire la progression donc des compétences en lecture et en production de textes et de multitextes, il faudrait commencer d'abord par comment l'image est construite, donc avoir ce qu'on appelle une compétence
modal spécifique. Donc, chaque mode, bien connaître le son, comment c'est construit, le bruit, la fonction du bruit, par exemple. Et après, donc, aller davantage sur les combinaisons des modes. Donc, comment on articule son et texte, comment on articule son, texte et image, pour après travailler ce qu'on a fait, nous, c'est-à-dire les différents langages. Si on veut travailler un univers narratif, on va travailler sur la bande dessinée, le film, le jeu vidéo, le roman, donc ils ont leur langage propre. Donc, chaque multitexte a des modes combinés qui eux-mêmes combinent des codes. Vous voyez comment chaque savoir s'imbrique dans l'autre. Et on a aussi la lecture hypermédiatique. Donc, c'est la lecture sur ces plateformes où on va à la fois consulter de la vidéo. Le meilleur exemple, c'est peut-être la Presse Plus, où on va se construire une compréhension d'un événement en lisant différents multitextes et en combinant à la fois un témoignage sonore avec un environnement sonore à une explication textuelle. Donc, c'est de cette manière-là que le savoir se construit. Donc, une des premières recherches que j'ai menées dans le cadre de ma thèse de doctorat, c'était sur la lecture-spectature. Donc, comment les modalités de lecture et du roman et du film peuvent s'expliquer en situation de lecture d'un roman et de son adaptation. Donc, les processus cognitifs, les processus sémiotiques et les processus subjectifs ont été détaillés. Maintenant, là, je vais vous donner un exemple de constat par recherche pour voir comment la recherche nous a amené à élaborer le dispositif qu'on va vous présenter là, tout de suite après. Alors, ce qu'on sait, c'est que les processus de compréhension et d'interprétation dans une situation de lecture d'un roman et de visionnement de son adaptation s'activent de manière itérative tout au long du parcours de la lecture et de la spectature d'une même histoire. Donc, on peut imaginer que c'est le même phénomène dans un univers narratif complet. Et que le parcours double en situation scolaire va aider les élèves à tisser plus solidement le sens qu'ils donnent à chacune des œuvres, à l'ensemble de l'histoire et de l'univers, mais aussi à chacune des œuvres. J'ai travaillé aussi la BD, donc une expérimentation qui a été menée sur Paul et Persépolis, donc 2 bandes dessinées. Pour en arriver au constat suivant, le fait de travailler sur les compétences modales spécifiques ou textuelles spécifiques, donc savoir les composantes de l'image, le code de couleur, la profondeur de champ, les effets, surtout sur celui qui est en train de lire l'image ou d'interpréter le son, pour répondre à des questions de sémiotique générale, donc de sens général, une question où on peut demander une question de compréhension, d'interprétation d'une case, par exemple, en BD. Les élèves vont mieux utiliser leurs compétences multimodales, c'est-à-dire qu'ils vont être plus en mesure de combiner ce qu'ils interprètent de l'image et du texte et mettre ça en relation pour répondre à une question générale. Si on a fait un travail spécifique sur l'image et un travail spécifique sur le texte et un travail sur comment les deux s'articulent. J'ai travaillé aussi au primaire avec des petits en 4e année parce que je me suis demandé si on pouvait aussi bien le faire avec des plus jeunes. Et là, j'ai fait une séquence où j'ai travaillé le film, le roman et le jeu vidéo de l'univers Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Les jeunes ont vraiment beaucoup apprécié. D'ailleurs, les enseignants, depuis plusieurs années, ont repris le dispositif. Et le constat suivant, il y en a beaucoup de constats, là, mais j'en ai retenu un qui est venu nourrir la réflexion du dispositif que j'ai élaboré, que je vais vous présenter tout de suite après. Donc, le film et le jeu vidéo contiennent plus de trous narratifs et vont exiger des efforts pour tisser les liens de narration. Alors, le fait que le jeu vidéo va solliciter l'investissement de l'élève qui doit comprendre, repérer des éléments, des situations, des traits de personnalité, il va développer des habiletés particulières pour progresser dans le récit et finalement, sa lecture du roman et le visionnement de film va être mis à profit dans le parcours qu'il va faire du jeu vidéo. Et à l'inverse, les jeunes qui jouent au jeu vidéo vont davantage vouloir repérer, aller chercher des précisions dans le roman. Donc, tout ça, c'est documenté et il y a des articles si jamais ça vous intéresse. Alors, le dispositif d'aujourd'hui. Alors, l'idée, c'était d'élaborer et d'expérimenter en contexte secondaire un dispositif didactique qui encadre des pratiques de lecture d'univers narratif. Il y a 2 stratégies sur lesquelles nous avons travaillé principalement et
En fait, ce que j'essaie de démontrer par les recherches que je mène, c'est que ces deux stratégies-là permettent l'appropriation d'œuvres littéraires. Hein? Soit Genette utilise le terme hypothèque pour dire l'œuvre première, hein? Et ses différentes adaptations transfiction. Alors, les deux concepts, vous les avez, ils sont définis sur vos feuilles. On a la transmodalisation et la transfictionnalisation, et je les explique tout de suite. Donc, la transfictionnalisation a pour but de prolonger ou de transformer une histoire et se fait par des opérations transfictionnelles. Il y en a beaucoup d'opérations transfictionnelles, je ne peux pas toutes les présenter. Je vais vous montrer un tableau juste après. Mais l'idée, c'est de faire des opérations de transformation du récit pour s'approprier le récit et l'univers du récit. Alors, les opérations vont contribuer au développement de l'histoire, hein, l'univers diégétique, du texte d'origine, sur différents supports. Et les modifications peuvent être à la fois quantitatives, on peut réorganiser, ajouter, supprimer des actions, ou qualitatives, changer d'époque. Hein? Vous demandez aux élèves de transposer une histoire et de transposer une histoire dans une autre époque avec une BD, par exemple, ou avec un film, et ils vont automatiquement opérer des transfictions, des opérations transfictionnelles. Alors, on sait aussi que c'est beaucoup stimulé par l'activité fantasmatique, c'est-à-dire le désir, et là, le désir de changer des choses dans une histoire. Hein? On a tous un peu ce désir à l'issue d'un roman de revivre autrement ou de refaire vivre autrement le contenu de l'histoire. Et ça, on a juste à penser à l'univers de la fanfiction que les jeunes affectionnent, et où ils vont prendre un personnage d'un livre, le faire rencontrer le personnage d'un autre livre et créer une nouvelle histoire. La transmodalisation consiste à transposer des signes textuels en signes visuels. Ils peuvent être fixes, ils peuvent être mobiles, en mouvement, et en lien avec l'espace, le temps, la gestuelle, le mouvement, ou ils peuvent être sonores. Quand on parle de son, on va parler de paroles, de bruit et de musique, hein? Et ça peut se réaliser à travers des procédés qui font en sorte qu'on s'imagine des images, on s'imagine des sons, des espaces et des gestes. Alors, c'est un moyen de réaliser une transfiction. Là, ce tableau-là, vous allez pouvoir le consulter sur le site, et il a été publié aussi. Vous allez retrouver des opérations transfictionnelles comme du remixage ou, par exemple, une transformation pragmatique. C'est simple, on le fait avec nos élèves, modifier l'action. Comment on peut le faire si on veut transmodaliser? Bien, faire vivre une nouvelle aventure au personnage grâce à l'ajout d'images séquentielles, hein, en relais avec la narration. Donc, il y a plein de possibilités. Le style, une réécriture dans un autre style. Donc, on va changer de langage, utiliser un nouveau code. On peut vouloir changer de registre ou le point de vue en ajoutant une analyse sous forme de vidéo. On vient rajouter une vidéo dans un texte. On multimodalise le texte. C'est à l'infini. Après, c'est notre imagination, notre créativité qui fait en sorte qu'on peut imaginer des scénarios avec nos élèves, qu'on peut travailler en transfictionnalisant et en transmodalisant. Deux approches théoriques qui sont les derniers ancrages que je vais vous décrire, parce qu'après, on va vraiment passer au dispositif sur les cerfs-volants de Kaboul. Donc, les ancrages théoriques proviennent de ce qu'on appelle la multisémiotique. C'est vraiment nouveau. Hein? On va parler de multirhétorique, de multisémiotique. On parlait de sémiotique textuelle, mais maintenant, puis de sémiotique visuelle, un peu moins de sémiotique sonore, là, moins connu, là, le sens à donner au bruit, au son. Mais maintenant, on va parler de multisémiotique. Hein? Tout le courant anglais, c'est vraiment intégré, même dans des programmes d'enseignement de la langue en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. On va montrer aux jeunes, dès le primaire, à combiner des modes pour s'exprimer, puis savoir comment le faire et comment le faire de manière efficace et comment lire en combinant des modes aussi. Et l'approche subjective qui est aussi une nouvelle approche, c'est pour ça que je vous les nomme, parce que ce sont des approches qui viennent changer la manière dont on travaille l'enseignement de la lecture et de la littérature, donc qui met l'accent plus sur la lecture personnelle, hein? Donc singulière qu'on peut faire d'une œuvre, comment on part finalement de notre imaginaire, de l'imaginaire du lecteur pour recréer autre chose qui s'appuie à la fois sur le texte et sur notre imaginaire. Le dispositif sur lequel on a travaillé, alors avec Nathalie, il y avait plusieurs étapes. En fait, il y a des étapes qui n'ont pas été réalisées dans le cadre de cette
recherche parce que Nathalie a fait des modifications. Et ça, on est toujours content parce que finalement, vous avez fait réaliser des transfictions et ça nous a permis de pouvoir les analyser. Mais avec d'autres groupes, on a fait des Tingling. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel qui permet, par exemple, de partir d'une image et d'intégrer des éléments vidéo, des hyperliens. C'est un hypermédia, finalement, sur l'univers du magicien d'Oz. Donc, on a fait ça dans la même école, mais nous, on va vous présenter plutôt des transfictions. Donc, les classes de Nathalie Duchesne sont parties de la lecture d'un roman. On va vous présenter le questionnaire tout à l'heure pour vous montrer comment on fait une lecture vraiment personnalisée, singulière, où on stimule l'imaginaire du lecteur et on laisse des traces de cet imaginaire-là dans des cahiers qui vont être réinvestis par la suite. Il y a aussi des équipes. Alors, pourquoi on appelle ça des constats de réception? C'est qu'on les met ensemble, puis on les fait se montrer, par exemple, leur cahier, qui était un cahier où il y avait des traces de leur lecture personnelle, donc comment ils s'imaginaient. Alors, ils peuvent aller chercher des images, faire des collages, des montages, réagir aussi en disant quel personnage ils jugent important et pourquoi dans l'histoire. Alors, là, les élèves se rendent compte qu'ils ne posent pas le même jugement sur les situations, sur les personnages. Ils se rendent compte aussi qu'ils ne se sont pas représentés de la même manière, les situations, les personnages, et ils en discutent pour après, vous allez voir, remplir un carnet de comparaison que Nathalie va vous présenter. Puis, il y a donc ce partage. Aussi, l'étape suivante, ils vont lire un roman graphique, dans ce cas-ci, ou une BD, ou un autre multitexte, et un film. Donc, à partir de leurs expériences de lecture de multitexte en lien avec l'univers du roman, donc l'hypotexte, le premier texte, ils vont remplir un cahier de comparaison qu'on va vous présenter tout de suite après. À la fois au niveau de la forme, de l'histoire et des transformations qui ont été opérées par celui qui a finalement mis en forme sa propre lecture, son propre imaginaire issu de la lecture du roman, puisque c'est ça une adaptation ou une transfiction, c'est les traces de celui qui a interprété et qui en a fait quelque chose d'autre. Alors c'est pour ça qu'on veut que les élèves soient en mesure de faire ça eux aussi. On partage encore ces comparaisons et puis il y a la création d'une transfiction à l'aide ou non de la transmodalisation. Dans ce cas-ci, c'était que du texte, mais ça peut être à l'aide de la transmodalisation et on a des questions un peu métatextuelles. Comme on fait en lecture, quand on travaille la métacognition en lecture, on veut que les élèves soient en mesure de s'exprimer sur leur processus de lecture, comment ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de cette compréhension-là, justifier donc leur transfiction, leur transmodalisation. Ils mettent des mots, et on pourra vous le dire plus tard, mais le répéter, mais ils ont vraiment mis des mots grâce au dispositif sur ce qu'ils avaient réalisé. Et c'est un signe d'appropriation aussi des textes premiers. Donc, maintenant, vous savez pourquoi ça s'appelle trans, hein? J'ai mis beaucoup de mots, donc c'est de quelque chose vers autre chose. Hein? L'idée, c'est d'aller vers autre chose, de transformer. J'ai travaillé au primaire, comme je vous l'avais montré, en 3e secondaire, dans 4 classes du Collège Saint-Hilaire, donc ce sera la présentation qui suit. Aussi au Collège Saint-Hilaire, un univers narratif et aussi 7 univers narratifs au Collège Mont-Royal. Les univers narratifs sur lesquels j'ai travaillé, Le Magicien d'Oz, Robinson Crusoe, 20 000 lieues sous les mers, Bilbo le Hobbit, Les aventures de Sherlock Holmes, Le Comte de Monte Cristo et Cyrano de Bergerac. Certains sont proposés par les enseignants, d'autres imaginés. En fait, on essaie de trouver le plus de multitextes possible et que le roman d'origine soit aussi permette un travail intéressant aussi en lecture textuelle. Donc, par exemple, vous voyez, dans l'univers du Magicien d'Oz, il y a des bandes dessinées, une comédie musicale, un livre-théâtre illustré, un jeu iPhone. Dans l'univers de Robinson Crusoe, on peut trouver un téléfilm, une bande dessinée, Geronimo. Alors ça les a fait rire. Geronimo a récupéré
l'univers de Robinson Crusoe. Les aventures aussi dans un jeu iPhone et un jeu de table. J'ai pas mis, je vous en présente 2, là, mais il y en a beaucoup plus. Entre autres, Le Seigneur des Anneaux aussi, un jeu de table vraiment très intéressant, qui permet de comprendre l'espace, les quêtes, les caractéristiques des personnages. Donc, il faut pas... et les jeunes aiment beaucoup mettre en relation leur expérience du jeu avec leur expérience de lecture. Voilà. Alors là, on va vous présenter, vraiment rentrer dans le cœur de cette magnifique œuvre, cet univers narratif, Les Cerfs-Volants de Kaboul. Et je remercie Nathalie Duchesne parce que c'était sa suggestion. Et voilà. Donc, on va vous présenter l'univers narratif, Les Cerfs-Volants de Kaboul, présenter les documents, parler des réactions des élèves, vous donner des exemples de transfiction qui ont été réalisés par les élèves et faire un retour sur le dispositif. T'es bien réchauffé, toi. OK. Une demi-heure pile, c'est bon? Est-ce que tu te charges des... OK. Alors, je vais le répéter pour celles ou ceux qui n'étaient pas là au départ. Il y a le roman graphique, l'œuvre littéraire et la pochette du film qui sont en circulation si jamais vous voulez y jeter un œil. Donc, toujours sur Les Cerfs-Volants de Kaboul. Est-ce qu'on m'entend? Je déteste parler avec un micro. On est obligé. On est obligé parce qu'on est en web diffusion. Voilà. OK. Alors, Les Cerfs-Volants de Kaboul, pourquoi c'est arrivé? En fait, comme je le disais au départ, j'enseigne en français, 4e secondaire. Je voulais changer une œuvre. Je suis intéressée depuis quelques années. Je participe à des projets avec Nathalie et avec son groupe à l'UQAM. Et il n'y avait rien qui me convenait encore. Puis finalement, quand je suis tombée sur Les Cerfs-Volants de Kaboul, voyant la possibilité de travailler avec le film et le roman graphique, qui est le dernier à être sorti en 2012, tout était décidé. Et la richesse de l'œuvre m'a encore plus convaincue et les réactions des élèves aussi, la réception qui en est si positive. Et il y a une enseignante ici de 5e secondaire qui le travaille également. On s'en jasait tout à l'heure, ça semble être encore unanime, même auprès des garçons non lecteurs plus faibles. Alors je me dis, bon, on a peut-être une piste intéressante à travailler. Donc, rapidement, le roman est écrit par Khaled Hosseini. Je ne vais pas vous faire une présentation, je ne vais pas lire ce qui est là. En 2003, évidemment, c'est écrit en anglais à l'origine. C'est donc une traduction qu'on va lire. C'est peut-être un petit bémol, certes, mais il y a moyen d'aller trouver plein d'autres éléments très riches, je pense, à l'intérieur de ce roman-là. Globalement, c'est l'histoire de 2 adolescents, Amir et Hassan. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le roman ici? Ça vaut la peine que j'en parle? Parfait. Rapidement. OK. Donc, Amir et Hassan, qui sont de 2 origines ethniques différentes. Amir vient d'une classe sociale relativement aisée, d'origine pachtoune. Il est de la variante sunnite des musulmans, alors que Hassan vient plutôt de l'origine ethnique des Hazaras et il est de la variante chiite des musulmans. Et ils sont de 2 classes sociales très différentes. Hassan et son père sont les serviteurs d'Amir et son père. Donc, on voit globalement les liens. Les 2 ethnies et les 2 variantes religieuses aussi vivent beaucoup de confrontations. Bref, c'est une histoire d'amitié, pas nécessairement toujours réciproque. Et c'est en toile de fond derrière toute l'histoire de l'Afghanistan, d'un peuple aussi du Moyen-Orient qu'on ne connaît pas. Et les élèves, c'est fascinant de voir à quel point, au départ... Est-ce que je prends trop de temps? Non. Parfait. OK. Excusez-moi, la soupe passe pas bien. Alors, c'est fascinant de voir à quel point ils pensent qu'en Afghanistan, bon, ils ont tous des burqas, madame, c'est toujours la guerre. C'est pas tout à fait ça. Donc, ça nous permet de rectifier. Alors, en Afghanistan, il y a eu pendant une quarantaine d'années une monarchie, mais qui était presque démocratique et les femmes avaient une vie très libre, comme on peut l'imaginer ici, en Amérique, en 2015. C'est ça qui est fascinant. Puis, vers la fin des années 70, il y a eu l'occupation soviétique. Donc, évidemment, le pays a été envahi par les Soviétiques. Et plus tard, guerre civile, 92 à 96, guerre civile principalement à cause des différences ethniques, les différentes langues, les différentes variantes religieuses. Bon,
Et les talibans sont arrivés après, donc un petit noyau un peu plus radical parmi les Pashtuns, la classe dirigeante donc en Afghanistan. Et les gens, dans le fond, le peuple afghan a presque accueilli les talibans au départ comme des sauveurs parce qu'ils venaient non seulement les libérer finalement des soviétiques, mais aussi de toutes les guerres tribales. Et bon, on sait que ça dégénère jusqu'au... au 11 septembre 2011, etc. Et dans l'histoire, globalement, Amir et son père... Amir est très ami avec Hassan. À un moment donné, il le laisse tomber. Il se fait attaquer par une bande de voyous qui le tabasse et qui va même jusqu'à le violer. Il s'en mêle pas et l'amitié donc sera brisée à ce moment-là. Amir a la chance que son père soit riche. Ils vont réussir à s'enfuir à l'arrivée des talibans. Ils vont fuir en Amérique au péril de leur vie. Et plus tard, alors qu'il a refait sa vie aux États-Unis, il reçoit un appel d'un ami de son père lui disant « Tes fautes se rappellent à toi, tu dois réparer tes péchés ». Et il doit retourner en Afghanistan alors que c'est occupé par les Afghans. Ça va pas bien pour aller sauver le fils, dans le fond, de son ami Hassan, qui est maintenant décédé. Il apprend, et là, il se voit vraiment responsable, il n'a pas le choix de le faire, qu'Hassan était finalement son père, parce que son père avait couché avec la femme de son domestique. Alors, Hassan était son frère. Alors, il va sauver son neveu. Bref. Je vais passer vite, hein? OK. Donc, le contexte, je pense que j'en ai parlé, j'ai étiré un petit peu la sauce. Alors, on divise le roman, le travail de l'œuvre, en 3 grands blocs. Alors, Kaboul, avant la guerre, avant l'invasion soviétique, les guerres tribales. Après ça, la guerre et le départ, quand Amir et son père fuiront. Et après, la vie aux États-Unis, alors que une vingtaine d'années plus tard, il doit retourner en Afghanistan pour sauver donc cet enfant. Très riche à plein d'égards, mais juste pour travailler l'œuvre littéraire aussi, parce qu'il y a tout un travail qui est fait d'abord en lecture, mais il y a plein de notions propres à notre programme également qu'on doit faire en 4e secondaire. Bon, je pense au thème, au point de vue de narration, etc., qu'on va faire d'abord et avant tout, avant même de plonger dans le projet trans. Des thèmes donc comme l'amitié, l'immigration, beaucoup la relation père-fils, la trahison, la rédemption. C'est vraiment fort intéressant et c'est d'une richesse culturelle pour des élèves. Nous, c'est assez francophone, de souche. On est en campagne dans la montagne. Là. On est sur la rive sud de Montréal, mais bon, il n'y a pas beaucoup de différences culturelles, de différences linguistiques, de différences religieuses non plus. Donc, d'être exposé à toute cette richesse-là aussi, c'est vraiment fort fascinant. Oh, je vais trop vite, hein? Parfait. Alors, brièvement, notre projet trans, où ça arrive. Donc, tout le travail qui est fait en classe à l'origine avec le roman, on a différentes façons de travailler, bien entendu. Et après ça, on arrive donc plus loin où on entre dans le projet trans. Projet trans où ça nous prend un travail un petit peu plus systématique, un enseignement vraiment systématique des compétences multimodales de base. Qu'est-ce que c'est multimode? Plusieurs modes, visuels, sonores, textuels, la fonction de ces différents modes-là, la fonction des images. Moi, je me suis attardée uniquement aux images. En atelier, on en parlait tout à l'heure, mais c'était amplement suffisant. Et seulement 3 fonctions, la fonction relais, la fonction redondance et la fonction complémentarité. Vous avez de fabuleux documents sur le site litmedmod.ca à ce titre. Alors, on fait tout ça. Après, on va aller travailler beaucoup les impressions. Alors, les impressions que peuvent avoir les images, parce que quand on lit qu'on a un seul mode, le mode textuel, les élèves vont se faire des images dans leur tête comme nous, hein, en tant que lecteurs. Comment je l'imagine tel personnage? C'est quoi la scène, à mon sens, dans cette portion-là qui est vraiment majeure? Comment je l'imagine? Les lieux avec les informations que j'ai dans le roman, comment je pourrais, moi, les illustrer, par exemple? Est-ce qu'il y a des images, des textures, des musiques, des sons qui m'y font penser. Donc, un travail un peu qui va dans ce sens-là, qui est beaucoup affectif quand même. On sollicite d'autres sens, on fait appel aussi à leur imaginaire. Et après, ils viennent présenter chacun, voici comment je l'imagine. Moi, Amir, voici comment je l'imagine. Hassan, en passant parenthèse, Hassan, le petit Hazaras, est né avec un bec de lièvre. Okay? Et sa mère l'abandonne à la naissance parce qu'elle le trouve incroyablement laid, puis elle est dégoûtée, puis il y a d'autres choses. Mais
Alors, comment ils l'imaginent? Et ça, là, c'est une image très, très forte. Ils se font toutes sortes d'images à cet effet-là. Et l'an passé, j'avais un jeune Russe adopté qui avait lui-même subi l'intervention et il nous en a parlé. C'était vraiment très, très émouvant. Ça a fait un beau lien là, avec tous les élèves. Puis lui, je pense qu'il y a eu une belle écoute aussi de la part de ses camarades. Là, je divague un peu. Donc, on imagine tout le monde, les personnages, différentes scènes. Ils confrontent leurs représentations, leurs images, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne l'imaginais pas comme ça parce qu'il me semble qu'il est pauvre, il doit être plus maigre, ses vêtements doivent être ci. Mademoiselle Descaries? Cette confrontation-là, oui. Bien entendu, parce que ça se fait carnet d'appropriation en équipe. En équipe, oui. Bien entendu. Donc, individuellement. Il y a le carnet de comparaison. C'est ça. Il y a aussi un document qu'ils doivent remplir. Ben, c'est la ça vient plus tard. Oui, c'est ça. OK. Donc, ils mettent leurs images, leurs justifications. Pourquoi c'est ce que j'ai choisi? Après, ils arrivent en équipe, ils comparent chacun leurs images et ils doivent en venir à un consensus. Laquelle on va choisir, laquelle est la plus représentative pour tel lieu, pour telle scène, pour tel personnage, par exemple. Ils doivent justifier et en venir à un consensus d'équipe. Alors, c'est l'occasion de travailler, évidemment, la discussion, l'argumentation en 4e secondaire. On essaie quand même de faire des liens. C'est ça. Je veux juste dire que l'idée, c'est pas qu'ils aient une perception unique. Non. L'idée, c'est qu'ils justifient et qu'ils choisissent la meilleure justification. Et la justification peut être aussi celle qui n'a pas fait consensus. C'est-à-dire que tout le monde, j'en ai souvent vu arriver en équipe, 5 qui ont à peu près la même image, un 6e qui a quelque chose de très différent, mais qui va tellement bien le justifier que les élèves choisissent la 6e, donc l'image qui était le moins proche de leur représentation. Et c'est ça qui est très riche dans l'échange. Parce que malgré tout, les justifications sont toujours appuyées d'éléments du roman. Oui, il y a l'imaginaire, mais c'est ça, de s'appuyer sur le roman. On est dans le travail, dans le fond, développer la compétence en lecture, là, de revenir au texte d'origine. Donc, c'est la partie qu'on fait. Ensuite, on fait la même chose, mais avec un passage. Lequel vous a le plus marqué? Bon, le type de questions qu'on peut poser également habituellement. C'est un exemple ici, la diapo pour Mme Descaries. Alors, un exemple de question, comment imaginez-vous la voix, la démarche, l'attitude de ce personnage, leur réponse, la justification de l'équipe. Ça, c'est un exemple du questionnaire d'équipe parce que là, on consignait beaucoup étant donné que c'était pour une recherche. Évidemment, cette année, c'était un peu différent. Il y a un petit peu moins de paperasse, moins de lettres de consentement et tout ça. Donc, ça peut ressembler un peu à ça. Et si on continue, après, évidemment, une fois que se sont fait leurs images, ils en ont jasé, on va aller lire le roman graphique ou la BD. C'est certain qu'elle est magnifique, mais elle est beaucoup plus chère. Hein? C'est 30 $ exemplaire. On avait réussi à en avoir quand même quelques exemplaires. Cette année, j'en ai fait racheter d'autres par la bibliothèque. Je suis au total à peu près à 10 là, pour un groupe. Donc, je gère mes choses pendant que d'autres font ça. Puis la BD, ça se lit en 1 heure. Là. Ça se fait quand même très, très bien. Et c'est là qu'on voit que les choix pour la BD, il manque des scènes, madame. Mais tel personnage, je ne l'imaginais pas comme ça. C'est pas ça qu'on a dit, là. Oui, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Après, on va voir le film, le seul film de l'année en français, Hourra, ils sont très heureux. Et on passe ensuite au fameux tableau comparatif. Alors, on va aller travailler, c'est un exemple, là, un extrait du tableau, il apparaît peut-être petit. Est-ce qu'on peut grossir? Non, hein? OK. Alors, où on va aller comparer d'une part, le roman, les ressemblances, les différences avec le BD ou le roman graphique, puis le film. Mais par rapport à des éléments, des critères comparatifs précis qu'on va avoir travaillé, notamment par rapport à la forme. Bon, on vous en a mis ici, analepse, prolepse, focalisation, la narration, la vitesse de narration, les types de chronologie, donc des notions qu'on a travaillées avec notre roman, mais que j'ai ajoutées aussi dans l'enseignement systématique un peu des compétences multimodales. Je pense qu'on en a ensuite, bon, par rapport au contenu, lieu, personnage, action, environnement, époque, toujours encore une fois, les ressemblances, les différences, le contexte. Pour en arriver après à se demander, est-ce qu'on parle Madame, oui, excusez-moi. Oui, en fait, j'ai mis sur chacune des tables une feuille blanche.
Je vous demanderais, si vous voulez tous les documents, je vais vous les envoyer, mais il faudrait que vous m'indiquiez votre nom et votre courriel. L'école aussi. Merci. Alors, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on va essayer d'aller voir la BD, puis ensuite le film. Est-ce qu'on peut parler d'adaptation ou de transfiction? Et là, les notions de base qu'on est allé voir, les notions de base qui sont une adaptation, on procède à des modifications mineures, ajout, suppression d'épisodes, de personnages, mais qui ne modifient pas l'histoire et les éléments importants. Alors que la transfiction, on procède à des transformations beaucoup plus importantes qui, elles, vont affecter même le cours de l'histoire originale. Et j'ai fait faire les deux types d'exercices. Je vais pouvoir vous en montrer des exemples tout à l'heure. Et c'est le tableau, je crois qu'on l'avait mis à l'endos de la feuille des définitions. Pour vous donner une idée des critères, ils se sont penchés sur 17 critères pour aller voir est-ce qu'on avait, donc, et dans la BD, et on avait un code de couleur, là, il aurait fallu ajouter peut-être une autre colonne, la colonne BD, la colonne film, pour voir si on est davantage dans la transfiction pour chacun des critères ou dans l'adaptation. Et au bout du compte, on regarde notre feuille, où est-ce qu'il y a le plus de crochets? Ah, OK. Là, ils sont capables de faire des liens aussi. On continue? Voilà. Des exemples ici de questions du carnet de comparaison, de questions qui leur étaient posées sur les effets des textes et des multitextes en tant que lecteur-spectateur. Donc, les émotions suscitées, l'intérêt, l'engagement, est-ce qu'ils étaient plus motivés à lire. Évidemment, c'était beaucoup lié au dispositif de recherche. C'est ça. Donc, mais c'est aussi de la métacognition, c'est un retour sur sa lecture. Est-ce que vous avez davantage compris l'histoire? Est-ce qu'il y avait encore des trous qui ont été complétés avec la lecture de la BD, puis le film ou non? Pourquoi? Donc, les liens sur l'imaginaire aussi. Et on a des exemples ici des verbatims d'élèves qui ont été recueillis. Peut-être qu'on peut vous en lire quelques-uns. Nathalie, voulais-tu en lire quelques-uns? OK. Les images que nous créons en lisant sont les nôtres, donc notre intérêt et notre appréciation sont plus grands, car nous imaginons tout de l'histoire, sauf les mots qui sont écrits. Par exemple, l'arbre où Amir et Hassan allaient, je l'imaginais immense. Comparativement au film, le livre apporte beaucoup plus d'informations. Par exemple, dans le livre, on perçoit la colère de Sohrab vis-à-vis Amir puisqu'il s'est mutilé. Dans le film, Sohrab a l'air indifférent face au fait de déménager vers les États-Unis. Donc déjà, il était capable de voir. Il faut dire qu'on a travaillé aussi sur les émotions de personnages puisque la description d'une émotion est dans notre programme en 4. Alors, il était peut-être un petit peu plus sensible à ça. Dans le roman, on est plus lié à Amir et on comprend mieux ses motivations car c'est le narrateur. Donc, un lien peut-être avec les types de narrateurs, les faits, mais quand même, c'est intéressant. Dans le film, les émotions sont décrites, mais ne sont pas complètement transmises, car nous ne voyons pas le protagoniste les ressentir. Par exemple, lorsqu'Amir s'inquiète pour Sohrab, je ne percevais pas bien sa peur. Et on en a d'autres, je ne sais pas si vous voulez qu'on continue. J'ai moins aimé le roman que le film et la BD, parce qu'il y avait moins d'images. Le film m'a mieux fait comprendre à quel point Hassan et Amir étaient de bons amis malgré la différence d'ethnie. Les images et les effets sonores vont faire en sorte que nous sommes peut-être plus captivés par le déroulement de l'histoire, par exemple dans les scènes de guerre ou de combat. Grâce aux effets sonores, on se retrouve plus dans le feu de l'action. Je pense que le film et la BD ne véhiculent pas autant d'émotions et d'intérêt que le roman, car ils nous empêchent d'imaginer l'histoire. On nous impose une image, donc celle qu'on se fait dans notre tête, elles sont réduites. J'ai moins apprécié le film car il ne représentait pas les images que je m'étais faites. Il m'a moins touchée aussi, je crois que c'est parce que je savais déjà l'histoire. Donc voilà. Alors, juste pour vous dire, après avoir travaillé tout ça, on va essayer de produire aussi, de le transposer, voir comment on peut le produire. Certes, il y a d'autres expérimentations et mes collègues en 3e secondaire qui l'ont fait avec 7 multitextes via le Magicien d'Oz ont fait une production vraiment multimodale avec Thinkling où il y avait ajout d'images, entre autres, et de sons. Pour ma part, pour différentes raisons, ça n'a pas été possible, mais j'ai tenté de le récupérer quand même à l'écrit. J'ai voulu faire un exercice d'adaptation et un exercice de transfiction. Alors, l'adaptation a été faite dans mon exercice de rédaction d'une séquence descriptive d'émotions d'un personnage, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, c'est une des notions qu'on doit travailler dans le programme en 4e. Alors, il y avait une liste de personnages. Il devait en choisir un, choisir une scène en particulier, me décrire le contexte et ensuite
faire insérer leur séquence descriptive d'émotions de 5 à 10 lignes. Et c'est pas évident, là, une séquence descriptive d'émotions, on est dans l'abstrait, comment ça se manifeste, donc il y avait tout un processus de travail avec ça, mais on était quand même dans l'adaptation, parce que c'était, on imagine, avec tous les éléments qu'on a autour du roman, notre connaissance des caractéristiques du personnage, des interactions, des relations qu'il y a avec les autres, comment dans tel contexte il va se sentir, et ça donnait lieu à vraiment une séquence descriptive d'émotions. Pour ce qui est de l'exercice de la transfiction, où il fallait vraiment transformer autre chose, là, j'en étais à l'écriture de ma nouvelle littéraire, parce que j'essaie de quand même suivre un peu ce que j'ai à faire, de l'insérer. Donc, je me suis dit, je vais partir de phrases d'amorce pour leur proposer, dans le fond, des avenues différentes pour imaginer peut-être un autre destin au personnage. Donc, je vous donne quelques exemples de phrases d'amorce. Si je prends par exemple juste la deuxième, si Amir était intervenu quand son ami s'est fait battre là, et violer, peut-être que ça aurait changé le cours de l'histoire. Donc on est complètement transfiction, on transforme au complet, mais on a tout travaillé, le roman, le contexte, alors on est capable de le transposer aussi dans notre écrit. Alors, il y en a plusieurs aussi. Si le général, avait refusé le mariage de sa fille, la vie d'Amir en 2014, c'était l'an passé, là, donc en 2014, parce qu'à la toute fin, quand il va sauver son neveu, il est en 2001. Alors, c'était, comme le disait Nathalie tout à l'heure, elle disait, on peut imaginer la suite, on peut changer d'époque, on peut changer un élément, un style, on aurait pu changer le pays. Ce sont quelques exemples, et là, on vous a relevé des exemples d'élèves, des extraits de texte, et leur justification, pour quelle raison, donc, ils ont choisi peut-être telle transfiction avec un extrait, et pour quelle raison ils ont choisi ça? Alors, ça peut peut-être être intéressant. Et c'est presque fini, faites-vous-en pas. Donc, est-ce qu'on fait tous les extraits, Nathalie? Oui. Oui? On a OK. 4 extraits. Parfait. Ça vous intéresse? Parfait. Donc, extrait numéro 1. Manque de cran. Là, on n'est pas dans la description d'émotions, on est à la fin dans les phrases d'amorce des extraits de la nouvelle littéraire qui a été écrite pour proposer la transfiction. Donc ici, Anna fut tirée de ses rêveries par le sécateur qui venait de lui glisser des mains. En se penchant pour le ramasser, elle entendit des pas comme si quelqu'un courait dans sa direction. Elle se risqua à jeter un coup d'œil entre les barreaux froids de la clôture, apercevant ainsi un jeune garçon qui courait dans la neige et qui s'enfonça dans une ruelle. Quelques instants plus tard, 3 autres jeunes hommes s'y engouffrèrent à leur tour. Un cri retentit, un cri qui semblait venu de la petite rue, un cri à vous en glacer le sang. Paniquée, elle se précipita jusqu'à la clôture, ouvrit la porte mais hésita à la franchir. Devait-elle aller voir ou est-ce qu'elle n'avait pas à risquer sa vie pour un simple étranger? Parce qu'elle était de nature plutôt paisible et un brin lâche, elle n'osait jamais intervenir dans ce qui ne la regardait pas. Elle décida donc de tenter une approche plus subtile que d'arriver en trombe dans l'allée, sans nécessairement avoir à se mêler de ce qui se passait. Là, on s'entend, les extraits, les élèves ont eu à les retravailler. Ce n'était pas nécessairement le premier résultat qu'on avait obtenu. Je peux juste parler de la justification. Alors après, on leur demandait de justifier. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que c'est riche quand même. On obtient un discours sur les raisons pour lesquelles les élèves ont choisi de transformer de la manière dont ils l'ont fait l'histoire. Donc, l'élève dit, pour ma production écrite, j'ai décidé de réaliser une transfiction. J'ai complètement changé le personnage principal, donc c'était ça l'élément vraiment principal qui a été modifié, et j'ai rajouté un personnage d'une autre œuvre lue auparavant. Alors, on en parlait tout à l'heure, comment les jeunes aiment beaucoup faire ça. Ils vont piger ailleurs des personnages auxquels ils se sont attachés, puis ils aiment bien les faire se rencontrer dans les nouvelles histoires. Et j'aime bien sa phrase, j'ai choisi cela parce que j'avais des idées. Alors, ça veut dire que la contrainte demandée était stimulante. Elle stimulait l'imaginaire. Voilà. Donc, un deuxième extrait ici. Cela faisait près d'1 heure que Baba étant le père de Amir, les 2 riches qui ont réussi à s'exiler aux États-Unis. Donc, cela faisait près d'1 heure que Baba avait quitté la maison en direction de celle des Taheri. Taheri étant la famille de la femme qu'Amir va épouser une fois qu'il est plus vieux, il y a une 20aine d'années, et ils sont rendus maintenant aux États-Unis. Et comme ils sont d'origine afghane, il y a des traditions à respecter. C'est le père qui doit aller demander la permission à l'autre père. Alors, on est dans ce contexte-là. Excusez-moi.
Il devait aller demander pour moi la main de Soraya, la fille du général Taheri. Seule dans mon salon, avec comme seule compagnie mon fidèle chien de 12 ans, je fixais la fenêtre dans l'attente de voir apparaître les phares de la voiture de mon père. Quelques heures plus tard, Baba rentra à la maison et m'annonça que le général Taheri avait refusé catégoriquement ma demande. À la fois surpris, mais surtout très fâché, je ne pus retenir la colère qui bouillait en moi. En fait, le général avait accepté, mais lui a choisi, dans les phrases d'amorce, que le général avait refusé pour proposer un autre destin. Alors, la justification. Pour ma rédaction, j'ai choisi de prendre la scène où Baba va demander au général Taheri la main de Soraya. Donc, elle l'explique pour Amir. J'ai opté pour une transfiction car j'ai transformé l'histoire de base pour ajouter des séquences narratives, descriptives de la parole. Donc, on voit qu'il y a une appropriation du langage sur les éléments de transfiction. La transfiction que j'ai effectuée contient plusieurs modifications majeures. Donc, l'élève a compris que c'était nécessaire pour parler de transfiction. Et, on demandait, je pense que tu avais demandé si vous aviez à faire un multitexte, vous auriez fait quoi? Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que l'élève dit, si j'avais à faire une transmodalisation, j'aurais fait une adaptation. Donc, j'aurais voulu, finalement, mettre en image quelque chose qui colle au texte davantage. Mais à l'écrit, j'ai préféré transformer. Le courage peut faire mal. Donc, au fond de la ruelle, je pouvais voir Hassan qui se faisait violer par Assef. Le soleil se couchait tranquillement et je devais sauver Hassan. Je pris mon courage à deux mains, je courus vers Assef et je le plaquai au sol. Je lui ordonnai. Il devait insérer une séquence dialogale. « Arrête immédiatement. »« Que vas-tu faire » me lança-t-il. « Je vais tout faire pour que tu lâches Hassan, rétorquai-je. Tu n'es même pas assez fort pour lever un petit morceau de bois, présuma-t-il. Je ramassai un morceau de bois qui traînait dans la neige et je lui assénai un coup sur le genou. Je me sentis heureux de protéger Hassan, car il me défendait peu importe le lieu, le moment ou la personne qui me menaçait. Donc, c'était à mon tour de le défendre et de le protéger. Assef se tordit de douleur sur le sol, comme une anguille en dehors de l'eau, et ses deux acolytes ne bougèrent pas d'un poil. J'ai aidé Hassan à se relever, nous commençâmes à quitter la ruelle et nous nous dirigeâmes vers la maison. Parenthèse, les élèves sont vraiment très fâchés. Premièrement, la scène de se faire tabasser puis de se faire violer, mais de voir que l'ami a trahi son ami. Il n'est pas venu à sa défense. Ils sont horrifiés, là. Alors ça, il y en a beaucoup qui ont réutilisé cet aspect-là, puis on dirait qu'ils voulaient proposer une avenue peut-être moins pire, un peu pour la réparer là, à cause de ce qui se passe dans l'œuvre. Je vais te laisser les justifications. Oui. Donc, alors ici, l'élève dit qu'il a adapté, que ce n'est pas vraiment une transfiction. Moi, je pense que c'est une transfiction. Mais parce qu'il dit que de toute façon, il se fait violer, donc il n'a pas changé l'histoire, mais quand même, il a rajouté un personnage, il a modifié la situation qui a suivi le viol. Mais je pense que l'événement était tellement marquant que pour lui, en ne changeant pas cet événement-là, il restait fidèle au texte. Et puis, son adaptation, alors il voudrait faire un film, l'élève voudrait faire un film pour déceler l'intensité du moment. Hein? Comment Amir se débrouille avec des images. Il dit qu'on pourrait voir de manière plus claire l'évolution du personnage et voir son visage à toutes les secondes. Alors, pour l'élève, il serait important de voir le visage, de lire l'expression sur le visage pour avoir une compréhension supplémentaire. Et si je peux me permettre, pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, il n'y a rien d'explicite, même que des fois, ils doivent aller relire certains passages. « Madame, est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Est-ce que c'est ça que je comprends? » Qu'est-ce qui te fait dire ça? T'sais? Oui, mais il dit ça. C'est ça que ça veut dire, hein? C'est ça que ça veut dire. Et dans la BD et dans le film, il n'y a rien d'explicite, on ne voit pas. On voit le petit garçon, il y a une bande de gens par terre, puis on le voit après marcher de dos avec du sang dans la neige. Je veux dire, c'est une image vraiment très, très forte, mais il n'y a rien d'explicite sur la scène, à part le début de la bagarre, là. Mais donc, tout doit être quand même un peu dans la déduction. Puis peut-être que c'est ce qui les percute un peu plus.
On va terminer avec le dernier, donc décembre 1994, États-Unis, chez moi. Assis dans le confort de mon humble demeure, je ne pouvais m'empêcher de me répéter les paroles du général Tahiri dans ma tête. Seul un vrai homme serait en droit d'épouser ma fille Soraya. Les mots « vrai » et « homme » me restèrent à l'esprit. Je songeais alors à prouver au général qu'il allait avoir devant lui l'homme courageux qu'il espérait. J'allais officiellement lui demander de m'accorder la main de sa fille. Donc, ça fait un lien avec une des phrases d'amorce de laquelle je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais te laisser. Ben, en fait, on peut continuer? Oui, parfait. Parce que Ça revient quand même au même. Donc, brièvement, la pertinence, dans le fond, de l'activité, du dispositif, c'était une des évaluations que j'avais faites, mais ce que je peux dire et qui va vraiment tout à fait en lien avec les résultats de Nathalie qui ont été présentés au départ avec ses recherches depuis plusieurs années, c'est qu'effectivement, de travailler la multimodalité, ça a été cette fois-ci principalement en lecture, mais ça permet une meilleure compréhension, une meilleure interprétation, d'enrichir les inférences, de les faire réagir, peut-être une motivation aussi. On va avoir un travail de comparaison à faire. Il aimerait commencer par la BD ou le film, même que certains élèves, non lecteurs, pourraient dire « Mais madame, s'il y a juste la BD ou le film, pourquoi on va lire le roman? » Je vais te le dire pourquoi on va lire le roman, puis après, ils sont les premiers à venir me dire « Non, il faut lire le roman en premier, madame. C'était vraiment meilleur, le roman. Le film, là, ça dit rien. Ça n'a même pas de bec de lièvre. C'est épouvantable, ça n'a pas de sens. » Donc, ils sont capables de me le dire. Je pense même à mes garçons moins lecteurs, un peu plus faibles. Là. Ils sont en réaction et ils le disent d'emblée « Non, on revient à l'œuvre. » Et c'est un peu ce que madame disait tout à l'heure avec ses élèves en 5e secondaire. Ils réitèrent que oui, c'est une œuvre qu'on doit travailler. Et ça va un peu dans le sens, je vais faire ça très rapidement, où oui, il y a des impacts très positifs et c'est pourquoi le groupe de recherche de Nathalie, entre autres, travaille beaucoup à essayer de faire intégrer le travail de ces compétences-là dans les programmes d'enseignement, étant donné que, de toute façon, comme vous l'avez vu dans l'intro et dans la mise en contexte, la nouvelle réalité qui est techno-culturelle, commerciale, appelle de toute façon notre clientèle et tout le monde, même nous, donc à être en contact avec différents modes et d'avoir les outils pour mieux les comprendre et comprendre peut-être leurs interactions et leurs effets, mais ça les rend encore peut-être mieux armés, je crois. Donc, on passe très brièvement. Puis là, on revenait sur les justifications. Ce qui avait été très intéressant des justifications, c'est qu'on allait aussi dans le processus métacognitif pour faire verbaliser les élèves sur les effets que ça avait pu créer, sur les effets sur leur compréhension, et ils ne s'en rendaient pas compte, mais ils étaient capables d'aller quand même assez loin. C'était fort intéressant. Donc, développer, aiguiser leur jugement critique, c'est un peu ce qu'on disait. Donc, l'importance de développer les compétences multimodales en lecture, en écriture, à l'école. Mais justement, l'importance de l'intégrer dans les programmes parce que justement, ils ne sont pas nécessairement compétents. Et ce qui est fabuleux, c'est que comme on était dans un processus de recherche, il y avait et un pré-test et un post-test. Et oui, ils se croient très, très compétents. Là. Oui, nous, on a des téléphones, madame, on va, sur Internet. Ils ne sont pas compétents à comprendre, à utiliser, à avoir les outils aussi. Alors, ça devient peut-être d'autant plus pertinent de les intégrer et on sait très bien que nos collègues font toujours un gentil plaisir de nous dire que le fardeau repose presque sur nos épaules, de travailler la lecture, l'écriture et donc le travail, le développement des compétences multimodales pourrait profiter certes à bien d'autres. Si on pense juste en univers social avec tout ce qui s'ajoute, là, les cartes, les vidéos, ça pourrait devenir un beau plus assurément. C'est à toi. Donc, en conclusion, alors, dans nos analyses, on a pu observer un certain nombre d'indicateurs de modalités de reconfiguration, donc de transformation, qui sont suffisamment variés pour nous permettre d'anticiper des moyens d'encadrer les pratiques. C'est-à-dire qu'on est capable, dans les traces de lecture, les traces du processus et leur production, d'identifier les procédés qu'ils ont utilisés pour réaliser leur transfiction, pour réaliser leur transmodalisation et retourner finalement au programme et voir comment on peut intégrer en classe de langue parce que nous sommes les experts en lecture. Et la grande différence avec l'éducation aux médias, c'est que nous, en cours de didactique
de la langue française, on travaille déjà les processus de lecture, on travaille déjà les processus d'écriture. Alors, on est déjà des spécialistes auxquels s'ajoutent simplement des connaissances sur les différents modes et leur articulation, mais on continue à travailler les mêmes processus. Alors, c'est la raison pour laquelle ça doit se passer dans nos cours plutôt que dans des options communication ou des options... ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas profiter, par exemple, de travail de collaboration avec nos collègues en art qui ont un langage sur le plastique sur l'image, par exemple. Mais aussi, si je peux me permettre, Nathalie, comme ce ne sont pas tous les élèves nécessairement qui ont l'option communication ou option art plastique via le cours de français où on travaille les stratégies de lecture, les stratégies d'écriture, mais tout le monde passe par là. Ouais. Ça devient un outil peut-être complémentaire pour nous. Alors, la transfictionnalisation et la transmodalisation sont des moyens didactiques pour déployer l'imaginaire du lecteur. Ça, on peut vraiment l'observer. Et on peut voir, à partir de l'analyse des productions, qu'il y a vraiment des manifestations d'appropriation à la fois esthétique, formelle, au niveau du jugement de l'élève et de la compréhension de la fiction. Donc, tout ça, c'est observable dans le dispositif qu'on a expérimenté. Alors, c'est important d'enseigner la spécificité des formes et des usages des textes et des multitextes en faisant ressortir la complémentarité et l'interdépendance. Ainsi, un lecteur novice qui a de la difficulté à faire des inférences textuelles peut enrichir ses représentations mentales grâce à des images, des vidéos, par exemple. Même nous, c'est difficile parfois en lisant un texte de se représenter une réalité. On va aller chercher d'autres outils pour mieux comprendre. Afin que les jeunes ne délaissent pas l'écrit au profit de l'image, je le mets parce que je l'entends souvent. Et de la vidéo, on dit pourquoi les enseignants de français s'intéresseraient à la vidéo alors que les jeunes sont déjà trop devant YouTube. Il faut s'y intéresser, mais dans une perspective de leur apprendre les spécificités de chacun des systèmes langagiers et la force de la combinaison avec l'écrit. Alors, c'est vraiment là où notre rôle est important. Et je voulais conclure là-dessus et je vous ai offert le diaporama, mais aussi les documents complémentaires. Puis vous pourrez voir, il y a un ouvrage qui a été publié en 2012, La littératie médiatique multimodale, nouvelles approches en lecture-écriture à l'école et hors de l'école. Alors, vous pouvez vous le procurer si vous désirez ou l'emprunter pour avoir plus de textes qui rencontrent des expérimentations, mais il y a énormément de choses qui sont en ligne aussi sur notre site si vous ne voulez pas vous procurer l'ouvrage et donc une série de publications et de publications à venir sur le sujet. Et je reviens donc sur notre intention de clore cet atelier en vous demandant si vous avez déjà vécu l'expérience d'un travail avec les élèves sur un univers narratif. Merci. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un prend la parole? Est-ce que vous avez déjà travaillé, ne serait-ce que roman-film, juste pour se donner une idée, même des corpus sur lesquels vous travaillez? Oui. Roman-film, vous avez travaillé sur quoi? Sur les choix personnels. OK. Sur des corpus différents. Différents corpus, puis vous faites toujours roman-film, c'est ça? J'ai travaillé là-dessus. Moi, je fais différentes affaires, des sacs de lecture. Donc, plein de moyens de les mettre en situation de lecture de romans et de films et d'avoir des occasions de parler de leur réaction, de leur compréhension, c'est ça? De ces univers-là. Je commence, je trouve hallucinant. Je suis contente de venir ici. Oui. Une certaine méthode, une certaine approche, je trouve vraiment très intéressante. Vous pouvez aller voir, dans le Québec français, j'ai publié une grille sur les critères de spectature. Donc, des fois, on ne sait pas, quand on fait visionner un film, comment rendre actifs nos spectateurs, élèves, même nous. Je le fais faire à mes étudiants à l'université et c'est une manière de prendre conscience sans avoir à mettre des mots complexes, là, ce qui est plus un métalangage, mais juste de le vivre, de prendre conscience de comment
les modes au cinéma s'articulent pour nous faire comprendre l'histoire qui est racontée. Donc, ça s'appelle la multimodalité par le film, quelque chose comme ça. Oui? On avait déjà fait lire un extrait de Oliver Twist et on avait présenté aussi le film. Je suis sûre qu'Oliver Twist, vous allez pouvoir trouver plusieurs films, extraits même de séries télévisuelles. Il faudra aller voir sur YouTube. Sur YouTube, on trouve aussi des parodies, des transcriptions assez amusantes, des fois pas présentables. Mais il y a vraiment des choses. Les jeunes eux-mêmes en font. Hein? Puis parfois, ils vont en faire ils partent de classiques, mais ils ne savent même pas là, que c'est un classique à l'origine. Alors, on peut les faire remonter à leur source. Oui? On travaille présentement sur Robin des Bois aussi, livres et toutes sortes d'adaptations. Robin des Bois, c'est à l'infini. Hein? Tout ce qui c'est un personnage qu'on peut transposer dans plein de contextes. L'expression, hein, c'est un vrai Robin des Bois aujourd'hui ou dans une autre situation. C'est même ce personnage est presque transposable dans différentes époques, lieux, situations. Bel univers, vraiment. Ça me donne des idées. Oui. Ça peut avoir l'air enfantin, mais même avec des élèves de secondaire 4 et 5, parfois faire le lien avec les films de Disney qui reprennent plusieurs, donc Complètement. Oui. Oliver Twist, avec Oliver Company. Il y en a plusieurs, puis ça permet une compréhension. Tout à fait. Ne serait-ce que la compréhension de comment ils ont transposé, comment ils ont refait penser l'histoire, puis même comment ils ont pensé l'histoire pour un nouveau public. Hein. Quand on compare des différents films qui ont été faits en fonction des époques, c'est extrêmement riche parce qu'on a tout le contexte de création aussi. Puis on peut dire, comment on réagit au fait que l'esthétique est différente dans les années 80, des moyens techniques des années 2000. Est-ce que je suis plus émue? Pourquoi je suis plus émue? Pourquoi je suis plus émue d'avoir vu un film qui a été fait dans les années 80? Alors là, par rapport à un film qui est supposé plus me rejoindre, et pourtant, hein, on dit que j'ai écouté une conférence dernièrement où le conférencier, c'est un Anglais, disait c'est pas parce qu'on nous met en situation d'immersion avec du 3D, des lunettes, qu'on est engagé dans l'histoire. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas parce que le créateur a voulu qu'on soit engagé. Et là, l'implicite joue un grand rôle. Plus il y a des implicites, plus on est engagé. Oui. Tantôt, je me souviens pas, mais Oui. moi, je suis à Montréal, je suis pas loin des cinémas. Donc, avant la sortie d'Histoire de Pi, Oui. Ah ouais. j'ai travaillé l'Histoire de Pi en salle de lecture puis en pratique guidée. Puis je les ai amenés tout de suite après, peut-être une semaine après qu'elle fait tout le travail. Je les avais amenés voir le film. Je les avais fait réagir au film, confronter leur perception de l'histoire et leur compréhension de l'histoire avec pourquoi les cinéastes ont choisi. Est-ce que vous êtes d'accord avec le choix? C'est ça, parce qu'on entend souvent dire « Ah, j'ai pas aimé ça, moi j'aime pas les adaptations, je veux pas les voir », mais il faut s'en servir autrement. Il faut prendre conscience qu'on s'en va revoir la lecture de quelqu'un d'autre et mettre sa propre lecture en relation. Puis ça, c'est très riche comme exercice pour les élèves. Et ils vont être plus ouverts aussi à regarder, à observer, puis à être en distance, parce que là, on est tous pareils, on se fait des images. C'est pour ça que le travail intermédiaire de comparaison fait en sorte qu'on peut déjà s'étonner des images de l'autre. Donc, on est déjà dans le processus d'accepter qu'il y a différentes manières de percevoir. Puis après, ben, on est ouvert. On peut aller voir le film puis dire, OK, bon, moi, j'ai pas vu ça comme ça, mais c'est intéressant. Ils n'ont pas, ah ben là, c'est pas, là, c'est pas bon. Ça, c'est pas, il peut pas avoir représenté comme ça. C'est pas grave si on est encore, parce que souvent, quand on a eu une activité singulière très, très forte au moment de la lecture, on est encore plus en réaction au moment de... Donc, c'est pas un signe négatif, mais dans un cadre d'apprentissage, c'est bien de pouvoir justement expliquer ceci aux élèves. Il y avait madame ici. Oui. Donc, c'est ça, nous avons été sensibilisés à la multimodalité il y a quelques années. On a essayé vraiment à l'école, avec ma collègue Claudine, de mettre sur point des projets. C'est sûr, regarder les versions cinématographiques après avoir vu un roman, c'est toujours intéressant. Discuter les choix du réalisateur, mais aussi
les contraintes qui sont Mhm. aux genres Mhm. cinématographiques, la durée, tout ça. Moi, par exemple, je dois, c'est dans mon programme, vraiment, j'ai une classe de secondaire 3 classique, donc je dois leur faire lire Fed. Et je me suis arraché les cheveux l'année passée. Et cette année-ci, j'ai découvert qu'il y avait une bande dessinée. Malheureusement, elle est discontinuée, mais je suis pour le moment en train de la chercher, voir si elle ne se trouve pas dans une bibliothèque. Et je vais essayer peut-être de contacter l'éditeur et de voir s'il n'y a pas moyen de passer par ce mode-là, finalement, pour faciliter la lecture de cette pièce de théâtre. Est-ce que tu penses à autre chose? D'autres projets? Mais je pense que il faut essayer. Hein? L'idée, c'est de voir, et ça part d'un besoin. C'est-à-dire que parfois, on a l'obligation ou on a choisi des œuvres et puis on se rend compte que c'est pas tout à fait du niveau de la classe cette année parce que, bon, quand on se retrouve devant nos classes, on les connaît pas. Puis là, il faut trouver. Et peut-être qu'un déclencheur, ça peut être une transfiction. On le sait, tous les classiques là, sont revisités de toutes les manières. Maintenant, il faut chercher un peu, chercher sur YouTube, chercher même dans les plateformes de transfiction comme Wattpad, il s'en fait. Il y a des centaines de milliers de jeunes sur ces plateformes qui transforment des classiques sans même savoir que c'est des classiques, mais ils ont des archétypes en tête. Mais des fois, de les ramener et de leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, dans ces écrits-là, il y a des traces de Fed. C'est aussi intéressant comme amorce ou en milieu ou je ne sais pas. Je voulais vous préciser qu'en secondaire 3, quand je vois le conte vraiment de manière systématique, j'utilise aussi des extraits de Shrek, mais une fois avoir vu vraiment toutes les caractéristiques parce que c'est extraordinaire. C'est plein de détails. Chaque caractéristique et ils l'ont complètement retourné. Elles sont toutes inversées. Tout à fait. Il y avait des mains là-bas. Oui. Moi, j'ai utilisé le film Fleur du désert avec la biographie de Maurice Denis. Ah, j'ai jamais travaillé. Comment ça a été? Ça parle de plein de choses. Oui. Donc, les thèmes sont riches. Et puis, vous aviez à la fois quoi? Le film et le roman. Puis le film, vous l'avez travaillé comment? Voir les différences, les ressemblances avec la biographie, de se mettre à la place, de changer des choses. OK. Donc, exactement genre d'opération, de transfiction, d'adaptation. On fait déjà ça. Hein? Moi, j'ai enseigné 15 ans au secondaire, puis je le faisais. Mais c'est de formaliser. C'est un peu le commentaire que vous avez fait. C'est à un moment donné, si ce n'est pas formalisé quelque part, si on n'a pas peut-être un métalangage pas trop complexe, là, pas tous les termes, là, on ne parlera pas de transstylisation avec nos élèves, mais au moins avoir des outils qui nous aident à varier la manière dont on travaille ces multitextes-là. Parce qu'on peut être autant dans les aspects formels que juste travailler dans comment un multitexte contribue à l'histoire au plan du contenu et non pas du tout de la forme. On n'est pas obligé d'être toujours dans la forme non plus, d'être dans des comparaisons formelles. C'est ça, c'est vraiment de nous donner des outils pour avoir un enseignement systématique, avoir des pistes, mais donner des outils aux élèves aussi. J'ai vu tout de suite après qu'ils avaient été capables de transposer dans une autre activité de cercle de lecture. Moi, je suis très impressionnée des transfictions. Vraiment, oui, là, comment il y a une appropriation de l'histoire, il y a une conscience des modifications, puis pourquoi on veut les faire, puis c'était très alors qu'on était en construction, parce que bon, on essaie différentes choses, mais ce projet-là, c'était de la construction, essai-erreur, on a modifié, bon, on se parlait, on a essayé des choses. Il y en a qui n'ont pas fonctionné, mais... Transformation. Ils ont eu une lecture personnelle, ils ont été témoins des transformations possibles. Puis après, ils se sont dit, ben moi aussi, je peux transformer. Et là, j'ai plein d'éléments, plein de moyens qui sont là, que j'ai observés, et je peux moi aussi m'approprier et faire une nouvelle histoire. Donc, c'est ça. Oui? Juste très rapidement, combien de temps ça vous a pris pour partir du projet du début jusqu'à la fin? Beaucoup de temps. Mais c'est certain qu'il y a eu toute la partie technique à cause de la recherche. Lettre de consentement, pré-test, mais qu'on a fait en ligne. Somme toute, c'était pas si mal. Moi, le roman, je le travaille sur 1 mois. Je le travaille sur 1 mois environ. Il y a quand même 450 pages, peut-être, la version 500. OK? Mais, oui, c'est ça. Environ 1 mois, 5 semaines, là. Et après, j'embarque dans le reste.
Je le commence à peu près à la mi-octobre. Là, mes élèves vont le finir, là. OK? Dans une semaine et demie, ils devraient faire l'examen final. On a tout travaillé. Puis après, j'embarque dans... Je vais faire l'enseignement un petit peu, là, des caractéristiques multimodales. Puis après, de toute façon, je travaille d'autres choses en ce moment parce que je suis en 4. Puis à l'automne, je fais principalement du texte narratif, mais aussi la nouvelle littéraire. Et je les prépare tranquillement, pas vite, à écrire leur nouvelle complète avec plein de trucs. Donc, je l'utilise aussi par ça. C'était l'occasion de jumeler aussi notre projet trans, là. Et comme j'avais des contraintes, parce que nous, on réussit à avoir un horaire bloqué, mettons, à Noël pour les productions écrites, je ne peux pas changer, c'est là. Donc, si je faisais un projet, je ne pouvais pas le faire, j'étais un peu coincée, je dis, on va s'organiser. Mais ça s'ajoute au reste, là. J'essaie le plus possible. C'était ça qui était intéressant parce que dans le dispositif, il y avait des choses à faire. J'ai dit oui, mais dans la réalité, c'est ça. Puis dans la logistique, moi, je suis dans le concret, là. Donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce qu'on a les apports des gens à l'université. Je bénéficie de toutes les recherches, les connaissances de Nathalie, puis je jumelle à ça mon expérience et ma réalité de salle de classe. Puis on essaie de l'arrimer. Puis ils sont venus en classe aussi, ils sont venus rencontrer des élèves. Oui, puis on a préparé des diaporamas que je pourrais vous transmettre aussi pour former les élèves. Qu'on a modifié et adapté aussi par rapport au métalangage, là. Mais j'essaierai aussi de donner un atelier de 3 heures la prochaine fois aussi, si vous voulez. Si vous êtes intéressés, et on pourra tester des choses ensemble, faire vraiment des exercices pour s'approprier les combinaisons modales. Mais je sais que c'est terminé, mais une dernière intervention? Est-ce que vous savez s'il existe une version abrégée, une adaptation pour les élèves DGA, parce que 450 heures, mais il existe des œuvres qui sont quand même plus courtes, avec plein. Mes collègues l'ont fait en 3e secondaire avec 7 multitextes avec le Magicien d'Oz. Oui, c'est ça. Puis, qui était beaucoup plus facile. Vous pourriez ne travailler que le roman graphique dans l'univers de Kaboul. Vous pourriez. Ce qui avait été présenté dans... en plus, c'est des extraits textuellement repris. Oui. Donc, toute la trame narrative est là. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut travailler. On n'est pas toujours obligé de travailler l'univers complet. Moi, quand j'ai travaillé Persépolis, Paul, je travaillais que la BD avec des élèves de 5e secondaire. Mais je travaillais l'inférence, je travaillais les réactions subjectives, les aspects formels, le récit, des éléments de la narration. Donc, tout ça, c'est... Si l'univers de Kaboul vous intéresse, vous pouvez passer justement par les multitextes plutôt que le texte si ça ne convient pas à vos élèves. Mais Nathalie présentait tout à l'heure, et si vous avez laissé votre adresse courriel pour avoir le diaporama, il y a plus d'une dizaine d'univers possibles où il y a des multitextes et il y a des versions abrégées. Il y en a qui sont peut-être plus faciles d'accès selon la clientèle. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.